Bonjour et bienvenue dans l'audio de la FEDEVACO, notre podcast sur la coopération internationale. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de la première saison consacré à l'histoire de la coopération et aux enjeux actuels et futurs. Salut Lucie. Salut Léa. On peut dire que la FEDEVACO arrive sur le podcast avec un petit quart d'heure vaudois de retard. C'est vrai, on n'est pas en avance, mais on est très motivés à partager notre expérience et celle d'invités impliqués dans la coopération. En effet, mais si on commençait déjà par se présenter. La FEDEVACO, c'est la Fédération vaudoise de coopération, une fêtière qui regroupe une cinquantaine d'ONG vaudoises. On fait le lien entre ces organisations et les collectivités publiques qui les soutiennent, les communes vaudoises, les départements du canton de Vaud et la Confédération via la Direction du développement et de la coopération, la DDC. En très résumé, nos organisations membres nous présentent des projets qui sont analysés par des expertes et des experts bénévoles, qui évaluent leur efficacité et leur pertinence. Il y a beaucoup à en dire, mais suspense, ce sera pour l'épisode 2. Je suis Lucie Engdahl, responsable communication à la FEDEVACO. Et je suis Léa Berisville, responsable des partenariats et du partage des savoirs à la FEDEVACO. Le premier épisode va nous faire voyager des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Pour bien comprendre les pratiques actuelles et les évolutions futures, c'est important de connaître et de comprendre les événements qui ont façonné la coopération. Et pour commencer, je vais vous faire un aveu. Ça y est, j'arrive à un stade où je commence à être une vieille grincheuse. Ce matin, après avoir passé 15 minutes à essayer de connecter mes écouteurs sans fil à mon téléphone portable, non, je n'y suis jamais parvenue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Ah, c'était quand même mieux avant. Mais pour la coopération, est-ce que c'était mieux avant ? La coopération se professionnalise, les exigences augmentent, les crises se multiplient et deviennent plus complexes. Mais en même temps, on observe aussi des dynamiques pour apporter un regard critique sur nos approches, notre histoire et les préjugés qu'on véhicule. On parle de décolonisation de l'aide, de localisation, de nexus. Mais ça sera pour plus tard. On va d'abord laisser la parole à Chiara, notre assistante en communication. Salut Chiara. Salut Lucie, salut Léa. Oui, je voulais vous partager une image qui m'a interpellée. Mais pour ça, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Donc, imaginez un épi de maïs. Pas le beau tout jaune et charnu, mais plutôt celui qui a perdu de sa couleur, qui est fragile, qui est tellement sec que les grains vont se détacher les uns des autres. Maintenant, vous allez imaginer ce même épi qui est mis à côté d'une personne pour les comparer. Et cette personne-là, elle est tellement maigre que ses côtes vont se distinguer les unes des autres, de la même manière que les grains vont se détacher les uns des autres. Je sais pas toi Léa, ni toi Lucie, mais moi, en voyant cette image, ça m'a fait froid dans le dos. Et pourtant, dans les années 60, ça a été une affiche qui a été utilisée par une organisation internationale pour promouvoir la fin de la faim dans le monde. Ouais, on a vraiment du mal aujourd'hui à imaginer que de telles images ont pu être utilisées pour promouvoir des actions de coopération. Effectivement, et c'est tout l'intérêt de ce premier épisode. Pour comprendre comment ça a été possible, il va falloir revenir lorsque la Première Guerre mondiale est déclarée. Pendant les guerres 14-18 et 39-45, des associations se sont formées pour aider les victimes des conflits. C'est ce qu'on appelle de l'aide humanitaire, une aide qui se fait dans l'urgence. Ces groupes d'aide étaient appelés associations internationales. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, deux phénomènes internationaux vont influencer la coopération au développement. Il y a la guerre froide d'une part et la décolonisation de l'autre. Dans cet épisode, on considérera la décolonisation comme la période du milieu du XXe siècle, pendant laquelle de nombreux territoires, principalement d'Afrique, vont prendre leur indépendance politique. C'est dans ce contexte que la coopération au développement va émerger, même si elle n'est pas encore appelée de cette manière. Souvent, on pense la coopération au développement comme une aide qui est amenée aux pays du Sud global. Mais en réalité, elle a débuté dans l'intention d'aider l'Europe. Donc aider l'Europe qui a été détruite après 1945. C'est ça. Après les conflits des années précédentes, l'Europe doit se reconstruire. Et pour y arriver, il faut de l'aide. Une coalition est donc mise en place entre 18 États d'Occident en 1948 et va donner naissance à l'OSCE. Bon, on vous prévient, les acronymes, il risque d'y en avoir quelques-uns. Donc, l'OSCE, c'est l'Organisation européenne de coopération économique. Elle va aider l'Europe à se remettre sur pied sur les plans économiques et techniques. En faisant ça, elle a deux idées en tête. Éviter des nouveaux conflits et penser aux intérêts communs. Des idées qui vont rester même une fois l'Europe retapée. On le voit par exemple en 1949 avec l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui se met en place pour assurer sécurité, défense et paix.
Je vous propose d'écouter une partie du discours que Harry Truman, le président des États-Unis, a prononcé à cette occasion. C'était le 4 avril 1949 à Washington. Le traité exercera une influence positive et non négative sur la paix, et son influence ne se fera pas seulement sentir dans la partie du monde sur laquelle il porte expressément, mais dans le monde entier. Sa conclusion ne signifie pas que ses membres rétrécissent le champ de leurs intérêts. Agissant sur mes instructions et en vertu de mon autorité, le secrétaire d'État a récemment fait comprendre tout à fait clairement que l'adhésion des États-Unis à ce traité ne signifie pas une diminution de l'intérêt qu'il porte à la sécurité et au bien-être d'autres régions, telles que le Proche-Orient. La mesure que nous adoptons aujourd'hui devrait servir à rassurer les peuples pacifiques du monde entier et ouvrir la voie à la stabilité mondiale que nous recherchons tous. Avec une telle ambition, vous vous en doutez, les années suivantes ont été bien remplies. Mais c'est dans les années 60 que la coopération au développement commence à prendre de l'ampleur et de l'importance sur la scène internationale. Notamment en 1960, à Paris, lorsque des représentants d'États vont se rencontrer pour réfléchir à une manière d'accroître la coopération pour les pays qu'ils disent en développement. Une discussion qui va amener à la mise en place de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, en 1961. Dans cette organisation, on retrouve des pays européens, les États-Unis et le Canada. Ils vont débattre principalement des questions économiques et énergétiques. Ça sera la première grande tendance de la coopération au développement. Elle sera orientée surtout sur l'économie, la technologie, les chiffres et les quantités. Vous le savez, la décolonisation a largement influencé les années 60. À cette période, beaucoup de pays, principalement d'Afrique, ont pris leur indépendance et la coopération s'est alors tournée vers eux. Mais il faut dire que la forme qu'elle prend est un peu différente qu'avant. C'est-à-dire ? En fait, elle va principalement se faire par des relations bilatérales, c'est-à-dire entre deux pays, souvent entre anciens colonisateurs et nouvel indépendants. Oui, donc on n'est pas vraiment sur quelque chose de désintéressé. En effet, cette forme d'aide au développement permet aux anciennes puissances coloniales de maintenir une part d'influence, surtout économique, dans leurs anciennes colonies. Mais c'est pas tout, ça leur permet aussi de se faire des nouveaux alliés qui leur seraient bien utiles dans la guerre froide qui persiste. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai utilisé le terme d'aide au développement, parce que dans ces conditions, on ne peut pas vraiment parler de coopération. En 1965, c'est l'ONU qui va s'emparer elle aussi des questions de développement, en mettant son propre programme en place. C'est le Programme des Nations Unies pour le développement, plus communément appelé le PNUD. Ce programme est suggéré par l'Assemblée générale qui juge les moyens accordés au développement insuffisants. En fouillant ces archives, on a pu lire les PV de la session qui a clairement mis sur la table ce sujet et énoncé un objectif financier clair. Voilà un petit extrait dont on a pris la liberté de raccourcir pour ne pas trop vous endormir. Mais n'hésitez pas à aller le lire en entier si ça vous intéresse. C'était le 20 décembre à New York. L'Assemblée générale, considérant qu'à mi-chemin dans la décennie des Nations unies pour le développement, le taux de progrès économique et social dans les pays en développement est loin d'être satisfaisant, prie les États membres des organisations des Nations unies ou membres d'institutions spécialisées de reconsidérer leurs contributions destinées à soutenir l'œuvre du Programme des Nations unies pour le développement, de sorte que ces ressources financières annuelles puissent atteindre dans un proche avenir l'objectif de 200 millions de dollars. Même si bien sûr les années 60 ne se limitent pas à ça, on va récapituler un peu. En gros, c'est une décennie très dense, qui va marquer l'institutionnalisation de l'aide au développement. À ce stade, on ne peut toujours pas vraiment parler de coopération, parce qu'il s'agit surtout de flux financiers qui vont du nord jusqu'au sud, et dans le but d'aider les pays qui sont à cette époque appelés pays en développement. Mais bon, malgré ça, l'aide au développement reste encore une notion et un domaine plutôt flou. Oui, il y a plein de questions en suspens. Qu'est-ce que ça veut dire, aide ? Par quoi est-ce qu'elle est motivée ? La religion, la justice, la politique, l'économie ? Qui est alors garant de cette aide au développement et internationale ? Qui est légitime ? Effectivement, et tu fais bien de mettre en avant toutes ces questions, parce qu'elles vont se clarifier petit à petit dans les années suivantes. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit saut dans le temps et se rendre dans les années 80.
parce que c'est dans cette décennie-là que le terme de coopération va être plus largement utilisé. L'apparition de ce terme va permettre de penser les relations internationales, celles dans le développement en tous les cas, différemment. On commence alors à davantage penser en termes d'échanges réciproques entre le Nord et le Sud global et de collaboration. Mais avant de continuer notre voyage historique, on va donner la parole à une personne qui a travaillé dans le milieu des relations internationales durant ces années-là. Pour ça, je suis allée rencontrer Michel Convert, qui a passé la plus grande partie de sa carrière au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Entre 1967 et 2001, il a tenu plusieurs casquettes au sein de cette grande institution internationale. Il a notamment été délégué général pour le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique et le sous-continent indien. Sachant que M. Convert a travaillé dans le milieu humanitaire, je lui ai demandé de me raconter comment est-ce que la coopération au développement était perçue, si elle était confondue avec les actions humanitaires, et comment est-ce que ces deux domaines arrivaient à cohabiter. Et juste avant de l'écouter, pour être le plus bref et le plus clair possible, on peut considérer l'aide humanitaire comme des actions qui se font dans l'urgence. C'est des soutiens en réaction à des crises qui sont immédiates. La coopération au développement, elle va plutôt travailler en amont et après coup, à la fois pour prévenir certains problèmes, mais aussi pour aider à la reconstruction sur le long terme. M. Convert parle d'une zone grise, une zone entre ces deux sphères qui n'a pas toujours été claire. Et c'est pour ça qu'il a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la coordination et du dialogue entre l'humanitaire et la coopération au développement. C'est fondamental d'avoir cette coordination, d'une part parce que c'est une zone grise. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle zone grise, c'est parce que les choses ne sont pas claires. Mais s'il n'y a pas une coordination, c'est, excusez-moi le terme, c'est le betchi. Il y a toujours eu un dialogue entre la direction du CICR, en particulier la direction des opérations, et le directeur ça s'appelait DDC autrefois. Et là, au niveau de ces deux directions, on se voit plusieurs fois par année, où on regarde tous les points, tous les pays où nous sommes les deux à travailler pour voir ce que chacun fait dans ces pays. Et quand je lui ai demandé s'il avait vu une évolution à ce niveau à travers les années, il m'a répondu que non. Et je dirais que ça dépend essentiellement des deux directions. Les directions, c'est quoi? C'est des individus. Puis vous avez des individus qui sont plus ouverts au dialogue que d'autres. On a terminé notre conversation sur la question de l'évolution de la coopération au développement. Là aussi, d'après M. Convert, l'évolution n'a pas été flagrante. Je lui demande alors comment lui, de son point de vue, il l'explique. Quand j'étais actif, le développement n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. Les budgets accordés à la coopération et développement sont plus importants maintenant. Parce qu'ils se sont aperçus que c'est une action qui était positive, qui apportait quand même pas mal d'effets positifs sur le terrain, que c'est bon pour l'image de la Suisse. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi un élément qui entre dans le cadre de la politique intérieure suisse avec la question des réfugiés. Si on veut éviter ce flux, eh bien, il faut s'attaquer à la source. Et la source, c'est donner les moyens aux jeunes de pouvoir travailler sur place, d'avoir une vie, d'avoir une perspective. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de donner davantage de place. Ce qu'on a vécu, ce sont des vagues, mais pas des vagues de fond. Des vagues qui sont superficielles, qui ne touchent pas à l'essentiel. On va maintenant se rendre en 1987, une année qui influence largement notre manière de penser et de mener la coopération au développement aujourd'hui.
C'est la première fois que l'ONU va utiliser officiellement le terme de développement durable. Plus précisément, c'est la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui va mettre en lumière les enjeux humains et environnementaux dans le développement. Parce que si vous vous rappelez bien, jusqu'ici, le développement était surtout axé sur l'économie. Alors que là, tu introduis autre chose, développement durable, environnement. C'est ça. D'ailleurs, 2 ans plus tard, en 1989, la FEDEVACO va se créer en donnant déjà une place notable à l'environnement. En fouillant un peu dans ses archives, j'ai retrouvé ses tout premiers statuts. Dès le 2e article, celui qui pose l'objectif principal de la fédération, on y lit. La Fédération a pour but de favoriser dans le tiers-monde un développement fondé sur la justice et la dignité humaine et le respect de l'environnement. Bon, je propose que pour l'instant, on ne s'arrête pas sur le terme de tiers-monde, qui a probablement fait grincer les dents de certains, parce que notre 3e épisode sera justement dédié aux enjeux de la coopération au développement, et notamment aux questions de communication et de terminologie. Donc pour permettre l'objectif qu'on vient d'entendre, la Fédération vaudoise de coopération va soutenir financièrement et techniquement des projets de coopération élaborés par des ONG qui siègent dans le canton de Vaud et qui sont membres de la Fédération. Elle va aussi informer le grand public vaudois, les collectivités publiques et les organisations sur l'évolution des projets, mais aussi sur les problématiques qui touchent des pays du Sud global. Enfin, elle va favoriser les échanges entre les différents acteurs. C'est une activité plutôt novatrice et pour le domaine et pour le canton. Si ça vous intéresse de savoir comment elle s'y prend concrètement, je vous invite à écouter notre prochain épisode qui abordera justement le présent de la coopération au développement à travers la FEDEVACO, son fonctionnement et ses critères. En attendant, retournons dans les années 90 qui ont été traversées par une forte préoccupation pour l'environnement. Comme on va le constater pendant le sommet de Rio que l'ONU a organisé en 1992. Pendant ce sommet, il va être clairement dit que les domaines économiques, sociaux et environnementaux sont interdépendants, et qu'il faut donc commencer à sérieusement réfléchir et agir dans ce sens. La coopération au développement va alors prendre une nouvelle direction, celle de penser globalement les différents secteurs dans lesquels elle s'implique. Cette rencontre de Rio va donc réaffirmer l'importance du développement durable, et surtout guider les acteurs de la coopération au développement vers le XXIe siècle qui s'approche. Mais l'année 1992 n'a pas été importante que pour les discours onusiens, parce qu'à la même période et dans la même ville s'est tenu le Forum global des organisations non gouvernementales. Ce forum représente une nouvelle intention de la part de la coopération internationale et de la coopération au développement, qui est celle d'élargir ses acteurs. C'est un moment très important alors. On sort d'idée de se retrouver uniquement entre représentants d'État, mais d'inclure aussi les ONG et la société civile dans les débats. Exactement, c'est un vrai changement de paradigme, et la majorité des ONG qui sont présentes à Rio vont émettre une question fondamentale pour la coopération au développement et pour le siècle à venir, qui est comment permettre le développement sans pour autant promouvoir des systèmes polluants. Le XXIe siècle arrive, et c'est le moment de faire de l'ordre. La coopération au développement a beaucoup bougé depuis la période de l'après-guerre. Des nouvelles institutions, des nouvelles idées, des ambitions, des crises. Alors comment procéder pour le siècle suivant? Comment ordonner les acteurs et les actions? Pour y voir plus clair, l'ONU va rassembler ses États membres et quelques organisations internationales à New York en 2000. Ensemble, ils vont élaborer la déclaration du millénaire de l'Organisation des Nations Unies. Avec les objectifs du millénaire qui iront jusqu'en 2015, c'est ça? Exact, cette déclaration propose 8 objectifs clairs. Ils agissent comme une sorte de guide pour les acteurs de la coopération au développement. Parmi ces objectifs, on retrouve la réduction de l'extrême pauvreté et de la mortalité infantile, la lutte contre les épidémies dont le sida, l'accès à l'éducation, l'égalité des sexes et l'application du développement durable. Mais ces objectifs ont beau être clairs, on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour y parvenir. Et de plus en plus de doutes sur l'efficacité de la coopération au développement sont émis. C'est pour ça qu'en 2003, en 2005 et en 2008, l'OCDE va organiser les forums de haut niveau sur l'efficacité. Le forum de 2005 a fortement marqué l'histoire de la coopération au développement, par la déclaration de Paris qui en a découlé, avec pour objectif une meilleure efficacité dans le développement. Et déjà en 2005, on va retrouver des termes qu'aujourd'hui encore on essaie d'appliquer dans les projets de coopération. C'est ça, c'est dans cette déclaration qu'apparaît clairement l'importance de l'appropriation et de l'alignement. Autrement dit, les pays du Sud global doivent pouvoir établir leur propre stratégie et les pays dits donneurs doivent s'aligner à ces décisions.
Vous vous souvenez de Rio 1992 ? Parce que Rio revient en force en 2012, lors de la conférence sur le développement durable. Ah, et c'est là qu'arrivent nos chers ODD, les objectifs du développement durable qu'on connaît aussi en Suisse, dans le canton de Vaud, dans les communes. C'est ça, mais tu vas un peu vite pour nous là. Donc, cette conférence, elle va remplacer les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été adoptés par l'ONU en 2000 par les objectifs de développement durable. Ces objectifs sont validés par les États membres de l'ONU en 2015. Ils sont 17 et appelés les ODD. Ils ont 3 intentions principales. Montrer qu'ils sont interdépendants, qu'il est urgent de penser aux générations futures et qu'ils concernent tous les pays et tous les acteurs de la société. Et donc, tu as raison, la Suisse a chacun ses échelons. Est-ce que du coup on s'éloigne pas un peu de la coopération au développement ? Alors non, au contraire, la coopération en développement va justement prendre ces objectifs comme cadre de référence. Non seulement parce qu'ils abordent des domaines qui concernent certains pays plus que d'autres, comme l'éradication de la faim et de la pauvreté ou l'accessibilité à l'eau potable, mais aussi parce que le 17e objectif suggère justement de la coopération pour réaliser ces objectifs partout dans le monde. Et en plus de ça, il est clairement dit dans ces objectifs que pour pouvoir les atteindre mondialement, il est nécessaire d'accorder un soutien particulier aux pays les plus touchés par les problèmes mis en avant par les ODD. J'espère que vous ne m'avez pas perdu et que vous êtes toujours avec moi. Et si oui, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a permis de vous rendre compte du chemin de la coopération au développement durant le siècle passé, de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, et surtout, quels sont les enjeux qui persistent, année après année, et pour lesquels on aura encore à travailler quelques temps. Et pour comprendre un peu mieux ce qu'est la coopération aujourd'hui et ce qu'elle sera demain, on vous invite à écouter, avec vos écouteurs sans fil, nos prochains épisodes qui sortiront bientôt. On discutera des enjeux qui ont été mis en lumière dans ce premier fil historique, comme l'influence de la décolonisation ou les liens avec l'humanitaire, mais aussi des nouveaux défis. Mais en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à lui donner quelques étoiles. Vous pouvez même nous faire un retour sur les réseaux sociaux ou à notre adresse info@fedevaco.ch. Alors on vous dit à bientôt ?